Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Mon invité du jour est Benoît Sorex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Bonjour, Benoît Sorex. Alors hier, on a vécu une espèce de blackout à Woluwe-Saint-Pierre hier soir? Non, pas un blackout, mais une panne d'électricité partielle sur la commune pendant environ 2 heures. Et je dois dire que ça a été très bien géré. On a pris immédiatement les dispositions qui s'imposaient pour faire en sorte que, notamment la maison de repos que nous abritons, ne soit pas victime de problèmes. Les groupes électrogènes ont été mis en route et donc ça s'est correctement passé. Ouais, voilà, on ne connaît pas encore vraiment la cause de cette longue panne d'électricité. Non, soit une rupture quelque part, soit une surcharge. Mais donc là, on attend maintenant le rapport de Sibelgaz. Alors, parlons des cheminots. Donc, les cheminots ont décidé de couper court à la concertation sociale après les réflexions de Jo Cornu, disant que les cheminots n'étaient pas trop payés, mais qu'ils ne travaillaient pas assez. Donc, ce climat social qui est complètement détérioré, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que on le voit à la SNCB, on le voit aussi par exemple dans les institutions biculturelles ici à Bruxelles. On impose comme ça de manière drastique toute une série d'économies. Et puis on dit on va se concerter, mais alors que les décisions sont déjà prises. C'est la même chose d'ailleurs pour l'allongement des pensions. Donc on est en train de mettre à mal un modèle de concertation sociale qui, dans notre pays, a toujours fait la fierté de notre pays et a bien fonctionné entre les partenaires sociaux et les autorités publiques. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a un certain nombre qui veulent casser cet outil et dire aux gens, maintenant, vous n'avez qu'à avancer comme nous, on siffle. Et ça pose des problèmes et on voit évidemment que les réactions sont immédiates. Vous savez, quand on annonce 2 milliards d'économies à la SNCB, qu'on va devoir faire peut-être des coupes dans le personnel, mais vous comprenez que les gens sont inquiets. Si ça devait nous arriver à nous, on serait également inquiets. Et on apprenait aussi d'ailleurs par le journal L'Écho que les syndicats souhaitaient ne pas se concerter avec la NVA et avec l'OpenVLD. C'est une erreur des syndicats de refuser de discuter avec des partis de la majorité? Mais je crois que le signal doit d'abord être donné par le politique d'une véritable volonté de concertation et pas d'imposer un certain nombre de mesures et de dire pour les modalités, pour les détails, on va se mettre autour de la table. Non, le politique doit aujourd'hui, et ce n'est pas très bien parti depuis quelques jours, doit donner un signal fort comme quoi il veut réellement entamer une vraie concertation. Et alors, je crois que tout le monde doit se mettre autour de la table. Alors, ces mesures, justement, qui ont été annoncées, recul de l'âge de la pension, donc le saut d'index, ce sont des mesures qui ne sont pas acceptables pour le CDH. On aurait pu aussi les accepter. Nous étions partisans d'autres types de mesures et certainement pas de celle-là, parce qu'aujourd'hui, sur l'âge de la pension, vous savez, l'objectif, il doit être de faire travailler les gens jusqu'à l'âge de la pension. Quand on voit que le taux d'emploi en Belgique, et particulièrement à Bruxelles, des plus de 50 ans ou des plus de 55 ans, est extrêmement faible. Il n'y en a pas 1 sur 2 qui travaille. L'objectif doit être amené à faire en sorte que ces gens-là puissent travailler au moins jusqu'à l'âge de la pension. Ça, c'était, nous semble-t-il, la priorité. D'autre part, autant on peut marquer son accord sur une diminution des cotisations sociales pour stimuler l'emploi ici en Belgique. C'est important que nos entreprises soient compétitives par rapport notamment à ce qui se passe chez nos voisins français et allemands. Autant toucher au pouvoir d'achat des citoyens, alors qu'on est en période de difficulté économique, et tout le monde le voit aujourd'hui, ça, je ne pense pas que ce soit un stimulant pour notre économie. Alors donc, il y a une manifestation nationale qui est annoncée le 6 novembre, une grève nationale le 15 décembre. Quelle sera l'attitude du CDH? Il va soutenir ces mouvements sociaux? Mais vous savez, ces mouvements sociaux ne sont pas organisés par les partis politiques, ils sont organisés... Mais on a senti un rapprochement notamment entre le Parti socialiste et la FGTB. Est-ce que c'est le cas du CDH et la CSC? Le CDH est le CDH et la CSC reste la CSC. Et chacun a ses objectifs. Nous critiquons un certain nombre de mesures politiques prises par le gouvernement, très clairement. D'autres, on va les soutenir. Et je vais parler tout à l'heure de la diminution des cotisations sur le travail. Ce sont des bonnes mesures. Donc nous n'avons pas à prendre position concernant ces mouvements de grève. Alors, les chemins de Krainem, Thierry Van de Place, en début de semaine, exclu du CDH. Il est désormais échevin sans attribution. Ça a été la décision du collège de Krainem parce qu'il a tenu en son temps des propos négationnistes sur Facebook. C'était la seule solution acceptable de le démettre et de l'exclure du parti? Écoutez, en tout cas, les gens qui tiennent des propos négationnistes
n'ont pas leur place au CDH. Donc c'est totalement inacceptable. Et la réaction a été très rapide. Est-ce qu'elle n'a pas été un peu trop rapide? On a l'impression qu'on n'a pas laissé beaucoup le temps de se défendre. Alors, écoutez, on a appris ça ce week-end. Il a été immédiatement entendu par le comité de déontologie du parti, et puis la sanction a été immédiate. Ces gens qui tiennent ce type de propos, chère madame, ceux-là n'ont pas leur place dans notre formation politique. Et je pense que la réaction était immédiate, était claire, et j'aimerais bien que dans d'autres formations politiques, on agisse aussi de cette manière-là. On a vu que c'était un peu différent, notamment du côté de la NVA ces derniers jours. Et ça tombait mal pour le CDH, justement, ces propos-là qui arrivaient après le contexte avec la NVA. Le CDH qui s'est fait un petit peu d'honneur de leçon vis-à-vis de la NVA, qui se retrouve avec un de ses mandataires qui tient des propos négationnistes. Mais quel que soit le moment où ça tombe, c'est inacceptable. Que ce soit hier ou dans 6 mois, nous aurons toujours la même attitude. Ces gens ne peuvent pas faire partie de notre formation politique. Et Theo Franken, Yann Yambon, pour reparler de la NVA, doivent démissionner? Je crois que l'attitude du président du GEN a été très claire par rapport à ces personnes-là. Et je constate que du côté de la NVA, en tout cas, on n'a pas le même type d'attitude que chez nous et on leur permet d'exercer des plus hautes fonctions dans notre pays. Alors, Cynthia, c'est cette jeune fille qui était menacée d'expulsion. Finalement, elle va pouvoir rester en Belgique au moins jusqu'à la fin de sa réto. Et c'est l'Office des étrangers qui a pris cette décision. On ne sait pas si Theo Franken, finalement, a interféré dans cette décision, si c'est lui qui a influencé. Mais ça donne finalement une autre image, quand même, de ce nouveau secrétaire d'État à la migration. Alors, je ne sais pas qui est ce qu'on peut dire, c'est que la solution est bonne et que c'est une solution humaine. Enfin, vous n'allez pas interrompre le parcours scolaire de quelqu'un qui, ici, est en Belgique depuis un certain temps et qui peut terminer sa rhétorique, sa dernière année, au mois de juin ou au mois de juillet prochain. Mais par rapport à Theo Franken, est-ce qu'on ne lui a pas fait un procès d'intention et que là, peut-être qu'il prouve que, laissons-le un peu réaliser ce qu'il a réalisé avant de prendre position? Vous savez, c'est un peu tôt pour juger sa politique. On voit simplement que ses propos, ses écrits dans le passé ne nous encouragent pas à beaucoup d'optimisme. Mais tout le monde peut changer, on verra bien. Alors, c'est vrai que le communautaire a été mis au frigo, normalement, pour toute cette législature. Vous êtes de ceux qui pensent aussi que le communautaire va s'inviter à tout moment, et notamment quand on fait des coupes budgétaires importantes pour les institutions fédérales, comme la monnaie, l'institution culturelle? Très clairement, et donc là je suis particulièrement inquiet de voir qu'aujourd'hui au gouvernement fédéral, le principal parti, la NVA, ne reconnaît pas la région bruxelloise comme troisième région à part entière plusieurs fois. Moi j'ai entendu M. De Wever dire que Bruxelles était une ville comme les autres. Et ça commence à se manifester très, très clairement. On est en train d'étouffer toutes les institutions culturelles. Je ne sais pas si vous vous imaginez, entre 12 à 30% d'économie, il y a un certain nombre d'institutions qui ne vont plus pouvoir continuer à vivre dans ces conditions-là. Et comme par hasard, 95% de ces institutions sont sur le territoire de la région bruxelloise. Et maintenant... Et était une espèce de ciment aussi encore des deux communautés. Et toujours d'ailleurs. Est toujours un ciment entre les deux communautés et fait aussi partie du rayonnement international de Bruxelles. Aujourd'hui, à la Monnaie, on vient de partout pour voir les spectacles qui y sont organisés. Si c'est ça qu'on veut mettre à mal, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Alors très rapidement, vous avez réagi quand on a pris ces coupes budgétaires en alertant sur les conséquences économiques de ce genre de mesures. On ne mesure pas, par exemple, les conséquences que ça peut avoir pour le tourisme à Bruxelles, ce genre ça c'est clair. Aujourd'hui, je vous dis, on vient de partout dans le monde pour voir des spectacles ici, pour voir des expositions à Bruxelles dans ces institutions biculturelles. Il y a énormément d'emplois qui y sont liés et des emplois qui sont destinés souvent à la main-d'œuvre bruxelloise parce qu'ils ne nécessitent pas toujours des très hauts niveaux de qualification. Et donc là aussi, non seulement on met à mal cette volonté de développer des projets culturels communs, mais on met aussi à mal le rayonnement et l'emploi ici à Bruxelles. Et donc le gouvernement fédéral, c'est un gouvernement qui n'aime pas Bruxelles? Vous savez, depuis que je connais la NVA, manifestement, il ne choisit pas la région bruxelloise, puisqu'il ne la considère pas comme une troisième région à part entière. Donc, tout ce qu'ils pourront faire pour progressivement étouffer Bruxelles et l'étouffer financièrement pour aboutir à une cogestion de Bruxelles. C'est ça le rêve de la NVA, une cogestion par les deux communautés. Eh bien, moi, je ne croyais pas que ça irait si vite,
puisqu'on a les institutions culturelles, on a le problème de Belliris aussi, qui est l'accord de coopération entre le fédéral et la région bruxelloise. Et qui est une compétence de Didier Reinders. Et qui est une compétence de bruxellois francophone censé défendre les intérêts de Bruxelles. Vous avez confiance en lui? Quand je vois déjà l'ouverture qu'il a faite hier pour financer justement ces institutions biculturelles éventuellement au travers de Belliris, ça veut dire que c'était au détriment de toutes les politiques de mobilité dont on a ô combien besoin ici à Bruxelles. Je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. Alors, les chiffres de l'UNICEF qui sont sortis hier, un enfant bruxellois sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. En Belgique, c'est un enfant sur 5, si je ne m'abuse. On compare la situation de Bruxelles à la situation de la Roumanie. Quel avenir vous voyez pour cette région quand vous entendez des chiffres comme ça? Alors, c'est un problème qu'on retrouve quand même dans toute une série de grandes villes, qui concentrent des foyers de pauvreté et qui concentrent une certaine dualité de la ville. L'avenir, il passe par l'éducation, la formation, l'emploi de ces jeunes qui souvent vivent aujourd'hui dans un milieu où ni le papa ni la maman ne travaillent, où on vit avec des allocations sociales, où on a peu d'espoir dans l'avenir. Et donc c'est un investissement massif dans l'enseignement de qualité, dans ces quartiers qui sont des quartiers un peu plus difficiles. Alors c'est une politique sur le moyen et sur le long terme, mais c'est par ça qu'on va s'en sortir, par la formation et l'éducation, donner des armes à ces jeunes pour pouvoir obtenir un emploi dans le futur. Et prendre des mesures aussi pour réattirer les ménages moyens à Bruxelles qui ont toujours tendance à quitter la capitale? Ça fait partie de l'équilibre social, mais aussi de l'équilibre financier ici à Bruxelles, réattirer les classes moyennes. Ça a été un des échecs des gouvernements précédents. On n'est pas arrivé, et j'en étais moi-même membre, mais on n'est pas arrivé à implanter, à faire revenir la classe moyenne ici à Bruxelles. Or, on en a besoin comme de pain, ne fût-ce que pour le financement de la région bruxelloise, puisqu'on sait que les régions vont de plus en plus devoir vivre de leurs moyens propres. Et donc, il est nécessaire, tant en termes de mixité qu'en termes de financement, de pouvoir réattirer cette classe moyenne. Et pour revenir sur l'enseignement et la formation des enfants, des jeunes dont vous parliez, on apprend encore aussi qu'il y a de plus en plus d'enfants francophones qui sont inscrits dans les écoles flamandes. C'est un chiffre qui ne cesse de progresser. Donc, il progresse encore légèrement cette année. Donc, quelque part, là aussi, les gens font leur choix entre une communauté ou l'autre, celle qui donnera le plus de moyens pour les enfants, pour l'enseignement. C'est celle qui va en tout cas faciliter l'apprentissage des langues et le bilinguisme de nos jeunes bruxellois. C'est la raison pour laquelle moi je suis pour le développement d'écoles bilingues ici à Bruxelles. Parce qu'on sait dans cette ville, capitale nationale et capitale internationale, ô combien l'apprentissage des langues est extrêmement important. Et donc il faut que notre enseignement francophone ici à Bruxelles soit capable de développer beaucoup plus que par le passé ces formules de bilinguisme, ces formules d'immersion pour permettre à nos jeunes d'être armés en matière de connaissance des langues. Alors encore un mot sur la périphérie. Le gouvernement flamand envisage d'envoyer entre guillemets un gendarme linguistique dans les conseils communaux pour voir si les règles linguistiques sont respectées. Est-ce que vous voyez ça aussi comme une provocation de la part de la NVA? Enfin, on nous annonce qu'on est en pleine paix communautaire et un des premiers actes, c'est maintenant d'aller contrôler dans ces communes de la périphérie où tout se passe bien, puisqu'il n'y a jamais une plainte, si toutes les discussions se passent bien en néerlandais. Alors, je trouve ça assez lamentable. Et je me demande bien comment la ministre de l'Intérieur flamande, NVA une fois de plus, arrivera à contrôler ce qui se passe dans les collèges, puisque aujourd'hui, les collèges se déroulent à huis clos, seuls les échevins et le secrétaire communal en font partie, et donc je ne vois pas un Olibrius venu de je ne sais où assister à ces séances. Oui. C'est totalement contraire à la loi. Et là, je pense que finalement, ça a été précisé que ce ne serait sans doute que pour les conseils communaux, mais vous y voyez ça se passe. Une volonté d'envoyer une espèce d'espion de la région pour voir un petit peu comment ça se passe dans les communes, pas uniquement au niveau linguistique, mais les décisions qui sont prises. Mais écoutez, si on cherche des puces à quelqu'un, on en trouve toujours, alors qu'aujourd'hui, les choses se passent tout à fait correctement, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de plainte, on envoie là quelqu'un pour aller en crier. Voilà, bien merci Benoît Sorex d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous signale que demain, c'est Yamila Idrissi, députée SPA flamande, qui sera à votre place. Merci d'avoir été là. Passez une très très belle après-midi à demain.